Sais-tu pourquoi tu pratiques les arts martiaux? Qu'est-ce qui se trouve au bout de toutes ces années d'entraînement? As-tu trouvé ton Wing Chun? C'est à ces questions qu'a répondu Sifu Frédéric. Elle nous a parlé de son parcours, de la personne qui lui a donné envie de commencer les arts martiaux et de comment elle perçoit le Wing Chun aujourd'hui après 20 ans de pratique. Je t'avoue que cet échange avec Sifu Frédéric m'a fasciné. Le travail qu'elle a réalisé sur elle-même à travers les arts martiaux est remarquable. Et tu tireras probablement beaucoup de valeur de cet échange. Avant de commencer, petit rappel, si tu souhaites nous soutenir et nous encourager dans notre démarche, partage ce podcast aux personnes que cela pourrait intéresser. Et laisse-nous ton avis dans les commentaires. C'est notre première interview en vidéo, donc j'espère que tu seras indulgent. C'est parti pour notre échange avec le Sifu Frédéric. Alors, Sifu Frédéric, déjà j'aimerais bien que tu me parles de quelque chose que j'ai lu et que j'ai trouvé assez original à l'heure où tous les gens qui nous disent pourquoi ils ont commencé les arts martiaux, c'est souvent à cause de Bruce Lee. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as eu envie de commencer les arts martiaux? Alors moi, c'est pas Bruce Lee. Comment j'ai commencé? D'abord, j'ai commencé très tard, de toute petite. J'ai toujours eu envie, je l'ai écrit d'ailleurs sur mon site. J'ai Exactement. toujours eu envie de faire, de pratiquer les arts martiaux, mais bon, c'était pas très ouvert, on va dire ici en Europe. On disait que c'était plutôt réservé aux garçons. Donc voilà. Donc moi, j'ai un petit peu, j'y pensais, mais ce qui m'a donné envie, en fait, c'est la vidéo que j'ai mis d'ailleurs sur mon site, David Carradine avec Kung Fu, puisque ça a été une série télévisée qui a fait connaître ce qu'était le Kung Fu, mais surtout ce qui est intéressant dans cette série, c'est la philosophie qui passe derrière, moi c'est ce qui a le plus retenu mon attention, et j'étais attirée en fait par ça. Ok. C'est-à-dire l'idée que l'on puisse enseigner une philosophie de vie et accessoirement pouvoir se défendre, puisque la vie en général n'est pas un long fleuve tranquille. Ça c'est sûr. Donc, voilà. Ok, donc c'est David Carradine avec Kung Fu qui t'a donné envie de commencer. Ouais. Est-ce que avant de commencer le Wing Chun, tu as testé d'autres disciplines? Ou c'est peut-être pas le Wing Chun d'ailleurs par lequel tu as commencé, tu as essayé d'autres choses avant? Oh, plus jeune, j'ai survolé un peu le judo, et j'avais aussi quelques amis qui faisaient du taekwondo, mais c'est tout. Je peux pas dire que j'ai pratiqué, j'ai fait comme ça, mais voilà. Ok. Et est-ce que tu te souviens de ton premier cours de Wing Chun? Qu'est-ce qui t'avait marqué? Rien du tout. Rien du tout? Non. En fait, c'est très particulier comment je suis arrivée au Wing Chun, parce que c'était mon ami qui connaissait très très bien les arts martiaux, qui en avait beaucoup pratiqué, qui avait beaucoup beaucoup de connaissances dans le domaine, et qui m'avait dit, bah écoute, je peux peut-être te trouver un style qui pourrait te convenir, il faut juste que je vérifie qu'il y en ait en France. Mhm. C'était juste la problématique qu'il y avait à ce moment-là. Et puis à l'époque, je voyageais beaucoup puisque j'étais danseuse professionnelle. Et quand je suis rentrée de l'étranger, il m'a dit, écoute, j'ai trouvé une école sur Paris et on va aller voir si tu veux. Donc voilà, donc j'y suis allée. Et j'avais des clichés dans la tête, comme beaucoup, hein, c'est-à-dire le cliché, Bruce Lee, vous l'avez dit tout à l'heure, Ouais. voilà. C'est-à-dire le cri, les jambes en l'air, les sauts, voilà. C'était ce cliché-là, et je ne savais pas du tout ce qu'était le Wing Chun. Et j'ai juste fait confiance. Ok. Et t'es rentré dans la Donc machine? c'était banal. Ouais, non, Je c'est... suis rentrée dans la machine, non. Euh, c'est quelque chose que j'explique de temps à autre à mes élèves. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société où on veut aller très vite, on veut tout comprendre, pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela. La tradition veut qu'on n'en dise pas beaucoup, c'est de travailler et de faire. Bien sûr, à notre époque, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est plus possible ça. En tout cas, très peu, très difficilement. Et ce que je dis souvent, c'est même si vous comprenez pas, il y a un moment donné, il faut faire confiance. Quand je parle de confiance, c'est confiance à celui qui vous enseigne, Mhm. parce que si vous êtes dans son cours, c'est que quelque part, vous l'avez choisi parmi d'autres. Et deuxièmement, c'est de faire confiance en la technique.
La technique, c'est pas quelque chose, c'est pas comme quand vous rentrez dans un magasin, vous achetez votre objet, vous repartez avec et vous en faites l'usage que vous en avez envie. Là, c'est un peu différent. On travaille sur soi. C'est un vrai travail. Euh, Ça va même jusqu'à, on peut dire que ça passe par l'introspection à un certain moment, hein. Et voilà, en tout cas, sans aller aussi loin, c'est de leur dire, voilà, il faut faire confiance à la technique qui vous est enseignée. Si vous faites pas confiance, ça peut pas fonctionner. Parce que le mental intervient, mais tellement, Mhm. et qu'il devient nuisible et il est parasite. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Ok, ça marche. À quel rythme tu pratiquais à cette époque-là quand tu as commencé? Le rythme que j'avais, c'était tous les jours. Ah oui, ok, d'accord. Et ouais, c'était tous les jours, week-end inclus. Et c'était entre 5 et parfois 10 heures. Ah oui, Oui. Mais c'était toi qui c'était un travail personnel ou est-ce que tu avais 5 à 10 heures de cours en groupe? Il y avait beaucoup de cours qui étaient quand même donnés. Et puis après, ben, moi, j'ai pris aussi beaucoup de cours privés. J'ai fait tous les stages. Mhm. Comme il y avait tout le temps des stages, je faisais tous les stages. Et voilà. Puis je suis partie aussi avec. Bon, en fait, moi, j'ai commencé, j'avais un autre signe. Et j'ai rencontré Claude Gouifet, le Sifu Claude Gouifet, qui était lui aussi élève dans la même école que moi. Lui, il a monté son école parce qu'on lui a demandé de monter son école, parce qu'il arrivait d'Allemagne. Et il s'attendait pas à ça parce que lui, il n'était pas venu pour ça, il était venu pour apprendre. Mais on lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il monte son école. Donc du coup, comme on se voyait dans les cours, il m'a demandé si je voulais venir dans ses cours tout en continuant là où j'étais. Voilà, j'ai pas trop percuté sur le moment. Puis bon, après, il a renouvelé plusieurs fois. Il m'a dit, mais tu peux continuer ici. Et donc, effectivement, je suis allée pratiquer aussi avec lui. Et puis, j'ai eu aussi donc avec lui les opportunités d'aller m'entraîner régulièrement, de faire beaucoup de stages aussi en Allemagne et de faire les stages de l'hunting, de faire les stages, Ok, voilà, tous les stages qu'il pouvait y avoir à ce moment-là, quoi. ok. Donc oui, c'est un entraînement très, très intensif. Pour être sûr de bien comprendre, tu faisais ça à côté de ton activité de l'époque? Tu faisais pas ça, enfin, c'était pas, tu t'étais pas dédié à ça à ce moment-là? Non, je n'étais pas dédiée à Mhm. ça, mais j'étais dans un virage. C'est-à-dire que moi, je fais partie de ces gens qui ont eu plusieurs métiers dans leur vie. Donc aujourd'hui, les gens sont poussés à le faire, ils n'ont pas le choix. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait moi-même. D'accord. C'est-à-dire que quand j'avais fait le tour de quelque chose, je changeais. Voilà, j'avais besoin d'évoluer vers d'autres choses, donc je changeais. Et donc le Wing Chun est arrivé au moment où j'étais en train de me demander qu'est-ce que j'allais faire après la danse. Voilà, parce qu'après le temps passe et puis il faut se projeter, il faut toujours continuer à se projeter dans la vie. Donc il faut voir jusqu'où on peut aller, ce qu'on va avoir envie de faire, est-ce qu'on se voit encore faire telle ou telle chose pendant X années. Voilà, en tout cas moi c'était pas du tout, j'étais pas concernée par ça. C'était que je savais que j'arrivais vers la fin de quelque chose, donc je me posais la question sur ce que j'allais faire. Donc j'étais donc une intermittente Mhm. du spectacle. Donc c'était peut-être plus facile en tout cas, d'utiliser ce temps à m'entraîner. Mais je savais pas du tout ce que j'allais faire avec, hein. C'était D'accord. pas du tout dans un but de me professionnaliser. Tu n'avais pas de projet à l'époque, c'était juste pour pratiquer, quoi. C'était juste le besoin de se perfectionner. Non, Non. c'était même pas ça. C'est en fait, je cherchais quelque chose. Je me disais parce que tout le long de l'apprentissage, c'était tellement long, tellement complexe. Et puis quand on travaille avec des hommes, c'est encore moins facile. Et je me disais, mais euh, la question que je me posais, c'est comment on arrive à un moment donné à une maîtrise totale quoi de sa technique en face de voilà peu importe le gabarit. Moi c'était ça qui m'interrogeait et moi j'avais pas du tout envie d'enseigner, hein. D'accord. Je l'ai fait sur le tard, hein. À partir de quel moment tu considères que t'es passé de cette envie de faire confiance et de suivre la technique, etc., à quelque chose peut-être qui te passionne ou vraiment à quel moment t'as quitté cet aspect confiance et technique? C'est
Ouais, quand est-ce que s'est fait le déclic? Il s'est fait super tard. D'accord? Je dois donner un nombre d'années? Non, non, mais en fait, c'est plus à quelle étape de ton apprentissage, je voulais dire. Non, parce que si je le dis, je vais peut-être en démoraliser, hein. Non, mais justement, c'est Ça s'est fait très intéressant. vite, C'est 6 intéressant. mois. Hein? Comment? Je dis ça s'est J'ai fait pas très compris. vite, 6 mois. Je plaisante. Non, non, parce que c'est complexe. Je crois que ce qui m'a habité, moi, ça a été tout le temps. Je cherchais. Je dis, en fait, je vais vous dire la phrase, moi, qui m'a habité pendant toutes mes années d'entraînement. C'est un jour, mon Wing Chun me parlera. Hmm. Je suis restée avec cette phrase. C'est-à-dire, un jour, il va me parler. Parce que je l'avoue humblement, je ne comprenais pas. Hmm. Et j'entendais les pratiquants, même des pratiquants beaucoup plus évolués que moi, euh, dans leur pratique, quoi, qui disaient des choses. Je comprenais pas. Enfin, je comprenais ce qu'ils disaient, bien sûr. Je suis pas non plus. Je comprenais d'un point de vue théorique, mais j'étais pas satisfaite. C'était pas ça que je cherchais, moi. J'étais pas dans le. Alors peut-être que c'est une vision peut-être plus profonde, mais enfin, je pouvais pas me satisfaire. Oui, la technique, c'est comme ça, comme ça. Oui, mais à la limite, derrière, c'était mais pourquoi faire? Hmm. Je comprenais pas qu'est-ce que ça allait transcender, en fait. Et à la fois, tu avais Voilà. besoin d'une réponse. Enfin, je veux dire, tu t'es pas arrêté à cette incompréhension. Non, parce Ouais. que je suis quelqu'un de très patiente. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, ton Wing Chun te parle? Ah bah oui, il y a longtemps qu'il me Ok. parle. Oui, oui, et encore, il y a des fois, enfin, ça reste pas longtemps, parce qu'après, c'est juste deux, trois trucs à régler, puis ça vient très vite, mais j'en suis plus à ça, en fait. C'est une autre étape, là, sur laquelle je suis. Mais ça prend du temps. Hmm. Alors, évidemment, pour donner un coup de poing, un coup de pied, une gifle, ça va très vite, hein. C'est pas le souci. C'est la difficulté, c'est comment rester dans mon Wing Chun, dans l'attitude, en fait. Mhm. C'est comment être Wing Chun, voilà, dans Ok. son corps. Donc ça, c'est le truc est pas. Je n'ai plus la question. Ça, il est partout. Ok. Il est partout dans mon corps. Ok. Ok. Je peux réagir de la tête aux pieds. C'est vraiment quelque chose qui s'est fait à mon insu finalement. Parce qu'il faut lâcher prise, hein. Il faut Mhm. pas être tout le temps à vouloir. Il faut poser la question, il faut s'interroger, il faut réfléchir sur la question, le méditer, le laisser mûrir. Et, euh, et après, si on est assez patient, je pense qu'il vient un petit peu chuchoter avec nous, quoi. C'est ce que j'allais dire, je comprends du coup pourquoi est-ce que tu dis que c'est quelque chose qui s'est fait tardivement, parce qu'effectivement c'est plus profond que juste la technique, quoi. Mais bon, Exactement. c'est un autre travail, quoi, c'est un travail sur soi, etc. Mais n'importe quel art martial, Mhm. moi j'ai lu des gens qui m'ont vraiment. Enfin, il y a des gens que je trouve magnifiques, vraiment super. J'ai lu des ouvrages, je me dis waouh, ces gars-là, ça y est, eux, ils ont compris. Ok. Peu importe, que ce soit des karatékas, que ce soit des judokas, que ce soit peu importe la pratique du pratiquant d'arts martiaux, il y a un moment donné, et moi c'est à ça que je sais, hein, quand une personne, si elle s'est réalisée ou pas dans son art, il y a un moment donné, on se retrouve tous sur le même discours. C'est un discours d'unité. Donc après que chacun défende son style, c'est autre chose. C'est voilà, on peut faire des choix différents. Mais ce qui est important, c'est à la finalité, normalement, on doit se retrouver tous sur ce même discours. Mhm. Ok. C'est un long travail, hein. Ouais, en tout cas, quand tu le dis, c'est profond, donc c'est que c'est long à travailler. Euh, j'ai- Mais j'ai- néanmoins, si on est bien guidé, si on fait ce qu'il faut, qu'on réunit tous les éléments autour de soi et que je rappelle encore, je redis encore ce mot de patience, Hmm. mais il y a un moment donné, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Mais il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vu dans les arts martiaux, je pense que c'est bon, il y a certainement d'autres milieux, je vais pas en parler parce que je connais pas tous les milieux, mais
En tout cas, je trouve que dans les arts martiaux, il y a vraiment un gros problème au niveau de l'ego, quoi. Hmm. Alors que normalement, c'est quelque chose qui devrait, on devrait pouvoir normalement le transcender, on devrait pouvoir s'améliorer, évoluer vers des choses. C'est pas possible d'être toujours dans cette attitude du moi je suis plus fort. Il n'y a pas de plus fort. Il y a un moment donné, ce qui fait la différence avec une personne et une autre, évidemment, à travail égal, hein, Hmm. évidemment, faut savoir quand même, il faut avoir un peu des qualités quand même. Euh, c'est c'est quelque chose de profond, quoi. Alors, c'est C'est marrant que tu dises l'attitude. ça parce que C'est une attitude. ça fait pas si longtemps que ça que je suis un petit peu ce que fait Johan et du coup j'ai attaqué les arts martiaux et la chose par l'aspect internet, c'est-à-dire en allant voir un petit peu comment ça se passait, comment vivait l'écosystème internet des arts martiaux. Et en fait, c'est tout de suite ce qui m'a sauté aux yeux. C'est-à-dire que moi, je voyais les arts martiaux comme une discipline, comme des disciplines où il fallait être assez humble et où justement, plus on évoluait, plus on devenait humble. Et en fait, sur internet, c'est pas du tout ça, quoi. On est tout à fait dans ce que tu dis, en fait. On est à l'opposé. C'est l'ego qui a pris le dessus, quoi. Donc, bon, ça correspond bien. Donc ça, c'est très difficile. Dans le parcours, ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile à surmonter. Parce que comme on n'est plus dans cette même tradition, voilà, notre société le permet difficilement. Il y a quand même des clubs qui sont très fermés, qui sont pas ouverts qui n'ont pas forcément pignon sur rue, mais qui continuent à transmettre cette tradition, hein. Mhm. Mais ce qui est important, c'est on peut pas avancer dans la vie sans la discipline. On peut pas avancer sans la patience. On peut pas avancer sans un peu d'humilité. Et on peut pas avancer, voilà, avec tout un. Il y a des ingrédients qui sont incontournables. Alors je dis pas qu'on doit les avoir tout de suite. En tout cas, il faut avoir il y a un potentiel à la base, et il faut essayer de travailler sur ce qui est beaucoup plus faible. C'est dans ça qu'on se renforce. On se renforce parce qu'on travaille sur les points faibles. On ne se renforce pas sur les qualités. Or là, très souvent, certains ont des qualités, ou certaines, peu importe, des qualités physiques, et bon, parce que ça fonctionne et qu'il y a un peu, il y a un mélange, il y a un peu d'intelligence, parce que c'est pas frapper pour frapper, hein, il y a quand même aussi une dose d'intelligence, il y a une vision des choses. On se dit, ça y est, on est arrivé. Mais non, c'est pas ça, puisque les arts martiaux à la base, c'est des arts de guerre. Donc les arts de la guerre, c'est quoi? C'est des gens qui étaient là pour se défendre leur vie, pour défendre le territoire, pour défendre la famille. Pour être capable de C'est mourir. tout ça. Comment? Pour être capable de mourir. Oui, c'est ça. Mais on se bat pour un idéal. L'idéal, peu importe l'idéal que c'est l'idéal de la famille, c'est l'idéal de la région, des hommes, des femmes qui travaillent durement pour pouvoir se nourrir, c'est se battre pour un pays, voilà, peu importe les raisons qui sont derrière. En tout cas, elles doivent être nobles et elles ne sont pas, elles doivent pas être empreintes d'égoïsme, parce que ça tient pas longtemps. En tout cas, on peut pas aller très loin avec ça. C'est là que je glisse que on le répétera jamais aussi aux gens qui nous écoutent que les arts martiaux, c'est pas juste un enchaînement de techniques. Non. Voilà. Non. Parce qu'il faut savoir que... Comment? J'ai dit bravo Clément. Non mais c'est le message qu'on essaie parce que c'est un peu une vision que les gens en ont de l'extérieur actuellement en tout cas. Oui, mais c'est pas aussi pas à cause ou grâce, je sais pas, à YouTube où les YouTubeurs doivent faire des formats assez courts et vont faire 3 techniques pour, 4 techniques pour, ce qu'on fait également. Et c'est aussi pour ça que les gens se focalisent sur des enchaînements de techniques. Oui, parce que il faut aller vite. C'est vrai que notre société aujourd'hui, elle a beaucoup évolué. Cette société demande à aller vite, donc elle demande à consommer vite, elle demande à apprendre vite. Donc, c'est vrai que ces générations, c'est un peu compliqué, parce que moi, j'en parle aussi avec mes élèves qui me disent, mais comment on fait? Parce que quand on fait les études, on nous dit, voilà, il va falloir aller vite, il faut vite prendre les postes, il faut vite, voilà. Donc, du coup, ils se retrouvent avec ces automatismes. Finalement, ça se passe un petit peu à leur insu, parce qu'il y en a qui tentent un petit peu de se débattre avec ça. Mais pour aller
se débattre avec tout ce système, ça demande déjà une conscience sur ce qui nous environne, déjà, avoir la conscience de ce qui nous environne, avoir la capacité à pouvoir penser seul, à avoir, et c'est pas évident parce que la pensée, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose, il faut s'instruire, il faut écouter beaucoup, à droite, à gauche, les gens qui nous intéressent pour pouvoir à un moment donné se forger une analyse et une identité finalement. Et aujourd'hui, c'est pas ça, tel que c'est fait, c'est pas ça. C'est-à-dire que vous le voyez bien, les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde a dit hop, tout le monde va là, tout le monde va là. Ça se passe comme ça. Donc, alors en même temps, c'est bien, ça veut dire que tout le monde a envie de changer, ça c'est le côté positif, mais il faut aller plus loin que ça. On doit se réformer. Ça ne se fera pas sans effort. Disons que le changement. Non, c'est-à-dire qu'on doit se réformer de l'intérieur. La théorie, c'est une chose, mais la mettre en pratique, c'en est une autre. Et ce qui est très compliqué aujourd'hui, même dans les cours, alors pour l'instant, voilà. Moi, j'ai des gens qui viennent parce que ce qui revient beaucoup, en fait, c'est qu'ils ont envie d'avoir des petits, des choses un peu plus intimes. Ils ont envie de choses où on soit près d'eux. Ils ont envie qu'il n'y ait pas trop ils n'ont pas envie d'être noyés dans la masse. Donc, moi, en tout cas, c'est ce qui me revient à chaque fois. Et après, quand on leur ramène quelque chose, on leur explique, on s'intéresse à eux, on travaille sur ce qu'il y a à travailler, du coup, ça les interpelle, ça choque un peu. Mais il faut avoir envie d'être choqué un petit peu. Pour changer, il faut avoir envie d'être dérangé. Bien sûr. Comment changer si on n'accepte pas quelqu'un qui va appuyer un peu sur les boutons qui piquent un petit peu? C'est pas possible. Le changement ne s'opère. C'est une belle métaphore. Mais c'est-à-dire que vous savez, un sage disait, c'est comme les cailloux dans un torrent. C'est parce que les cailloux se frottent entre eux qu'ils vont finir par s'arrondir, qu'ils vont finir par prendre forme. Et la vie au quotidien, pour nous, c'est la même chose. C'est en nous frottant les uns les autres qu'on devrait pouvoir apprendre à se bonifier, à accepter aussi ce qui est plus faible en nous, quoi. Bien sûr. Ok. Pour en revenir un petit peu sur la partie apprentissage, est-ce que toi, il y a quelque chose, il y a une anecdote que tu pourrais nous raconter de toutes ces années d'apprentissage qui t'a marqué plus qu'une autre? Mon apprentissage, Oui. le mien? Oui. Ou un événement, si c'est pas une anecdote, un événement qui t'a vraiment plu ou qui t'a vraiment marqué, quoi. Il y en a plein. Un seul? Ouais. Comment? J'ai dit déjà un, peut-être celui qui t'a le plus marqué, tu vois, où tu te dis, bah tiens, il m'est arrivé ça, soit lors de tes premiers cours, soit un moment, ou je sais pas, avec un de tes instructeurs. Là, tout de suite, j'ai pas un fait précis, mais si ça me revient, je vous couperai, je vous dirai, ça y est, j'en ai un. Ça marche. Peut-être pour préciser un petit peu les choses, est-ce que tu pourrais nous donner les grandes étapes de ton apprentissage jusqu'à ce que tu deviennes sifu? Les grandes étapes? Ouais, ou alors à partir de combien de temps tu es passé Seeing, par exemple? Quand est-ce que tu as commencé à donner des cours, etc. Tu vois, un petit peu pour qu'on arrive bien à situer ton parcours. D'accord. Alors, Seeing, déjà, c'est pour les garçons. Ah, perdu. Donc, moi, je suis voilà. Donc, moi, je suis plutôt dans de 6G. Ok. D'accord. Donc, je crois que je suis devenue technicienne, je crois, au bout de 5-6 ans de pratique. Ok. Je crois, quelque chose comme ça. Et après, bon, pour des raisons X, j'ai arrêté 5 ans, je crois. Je sais plus, c'est 3 ans ou 5 ans. Et après, quand je suis revenue, bon, parce que voilà, Claude Guiffet m'avait demandé de revenir. Je suis revenue, mais un petit peu plus touriste. Ok. Je regardais un petit peu comment les choses avaient évolué. Bon, moi, de mon côté, j'ai jamais arrêté de m'entraîner, donc voilà. Et jusqu'au moment où, en fait,
le Sifu Claude Guiffet m'a dit qu'il allait quitter Paris et il voulait que je reprenne l'école de Paris, en fait. D'accord. Donc ça s'est fait alors que moi je travaillais parce que j'avais mon deuxième métier. Et ah oui, alors avant ça, excusez-moi, j'ai dû donner des cours peut-être 4 ans après ou 5 ans après. J'ai commencé à donner des cours. Bon, j'avais quand même du niveau de compréhension. Mhm. J'ai eu une école, quelques élèves, et en fait, j'ai arrêté. Ok. Ça m'a pas plu du tout. Ok. Ce qui ne m'a pas plu, c'est que j'ai vu mes défauts à travers mes élèves. Ok. Et ça m'a pas plu. Donc moi, j'ai préféré arrêter et me dire, bah, je redonnerai des cours quand je me sentirai... En tout cas, quand si ce que je vois dans mes élèves me convient, c'est que, voilà, pour moi, c'est bon, mais là, ce que je voyais, ça me plaisait pas du tout. Donc, je sais qu'il y en a qui peuvent donner des cours, même en étant début. Bon, voilà, en tout cas, moi, c'était pas mon truc. Ça t'a permis de voir Donc, aussi j'ai peut-être arrêté. où est-ce qu'il te manquait des choses. Enfin, ça a peut-être été révélateur aussi, c'était peut-être une étape importante du coup. Non, mais forcément, il en manquait. C'était même pas le fait qu'il en manquait. C'était le fait de voir que, de transmettre à quelqu'un quelque chose que je n'avais pas abouti, pour moi, c'était pas concevable. Donc ça m'a. Donc voilà, moi j'ai arrêté à cause de ça. J'ai dit non, moi je peux pas enseigner de cette manière-là. Et puis après, quand j'étais revenue 5 ans après, bon, je suis pas partie tout de suite, hein, j'ai continué pas mal d'années. Puis après, quand j'ai arrêté, que je suis revenue, j'étais pas du tout dans l'idée de donner des cours parce que en fait, j'avais pas envie de donner des cours. Moi, je voulais rester pratiquante, quoi. J'adorais, en fait, j'adorais ce positionnement, quoi. Oui, ok. Et puis, bon, le Dai Sifu m'a dit, voilà, Claude Buffet qu'il partait. Donc, je savais pas trop. Je me suis dit, bah, je vais tester, on verra bien, quoi. Ouais. Et puis après, bon, j'ai redonné des cours. J'ai des élèves qui sont arrivés, des nouveaux élèves. Et puis, petit à petit, j'allais retomber encore dans un autre virage, encore de carrière, troisième. Et finalement, je commençais à... Ouais, ça me plaisait, mais je savais pas si j'allais continuer, en fait. Ok. Ça a mis du temps, hein. Ouais. Moi, ça fait... Si je suis honnête, allez, ça fait une petite dizaine d'années que je me dis, oui, je suis vraiment dans mon rôle. Ok. Mais enfin, Ouais. ça va, tu restes dans ce que tu nous as présenté tout à l'heure, quoi. Toute cette idée de patience, prendre le temps de faire les choses, d'acquérir les choses, et c'est Voilà. juste, juste fidèle à toi-même, en fait. C'est mon chemin. Voilà, c'est ça. Mon chemin. Tu as parlé tout à l'heure de l'hunting, donc je pense que les gens arrivent à peu près à te situer au niveau ligné. Est-ce que... Alors, je pose cette question parce que récemment, dans les commentaires, on nous a dit que je l'avais pas posé, donc j'en profite. Est-ce que tu as testé d'autres lignées, toi? Tester, non. Non? Ok. Non, j'ai pas testé, j'ai vu. Mhm. J'ai rencontré, j'ai croisé des pratiquants, j'ai croisé d'autres pratiquants de style de Wing Chun. Mais non, j'avais pas envie d'aller tester, comme vous dites. Et du En coup, fait. qu'est-ce qui te plaît dans cette lignée-là? Parce que comme tu as vu d'autres choses, tu peux peut-être dire des choses Eh ben, qui... qu'est-ce qui me plaît? Il faut dire qu'il y a une chose qu'il faut reconnaître à l'hunting, c'est que l'hunting, il a fait un Wing Chun contemporain. Il est complètement adapté au monde d'aujourd'hui. Donc, j'ai trouvé du bon sens. Moi, j'ai trouvé du bon sens dans ce style. Et alors, pourquoi j'ai trouvé du bon sens? Le truc, il est très simple. C'est qu'à chaque fois que je m'entraînais, que je pratiquais, j'étais toujours la seule femme. Est-ce que ça marche? J'ai un gabarit, je suis pas forcément un gabarit puissant. Un homme, de toute façon, à taille égale, est toujours plus fort. Musculairement, il est toujours plus fort qu'une femme, c'est comme ça. On ne peut pas lutter contre ça. Donc moi, je me positionnais toujours comme ça. Je disais, tiens, est-ce que moi, je vais réussir à le faire? Quand je voyais que ça fonctionnait pas, mais que je savais que ça pouvait marcher techniquement, parce que c'était juste une histoire de travail,
Ça, je le validais. Mm. Par contre, quand on me montrait des choses qui me paraissaient mais absolument pas accessibles parce que une femme ne, je suis dans un corps de femme, donc je sais un petit peu comment ça bouge, comment on réagit, même dans le mental, parce que on a une façon un peu différente des hommes d'aborder les choses. Et non, moi j'ai trouvé une cohérence, hein. J'ai trouvé une cohérence dans ce qu'il a. Moi, j'ai une Donc, question qui me vient là. Par rapport aux autres élèves, c'est de Hickman. Pour toi, oui. quelle est la particularité de Leutin? Mis à part le côté contemporain, qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il a apporté? Parce que moi je suis plus enfin, moi j'avais quitté les VTO, voilà, le hunting faisait partie des VTO qu'a créé Kern Kernspech en Allemagne. Moi, j'ai trouvé que, bon, en plus, à l'époque, c'était révolutionnaire, c'était la plus grosse, et je pense que ça l'est toujours, l'organisation des VTO, puisque de toute façon, c'est la seule organisation de Wing Chun qui est cotée en bourse. Ok. Donc, c'est dire voilà, l'importance de cette organisation. Après, bon, voilà, il y a le côté business, bon, ça, c'est autre chose. Il faut le dire. Fallait tout payer, hein. Tout était payant. Vous vouliez une petite technique, il fallait payer. Mais voilà, bon, après, ça c'est une autre partie, on va pas tout mélanger. Mais en plus, à cette époque-là, il y avait un grand brassage culturel, parce qu'à l'époque, dans cette organisation, il y avait les Espagnols, il y avait les Turcs, il y avait les Italiens, ça brassait tellement, et que en plus, dans ces pratiquants, il y en avait qui avaient déjà dans leur culture des spécificités. Si on prend les Turcs, leur culture c'est la lutte. Si voilà, il y avait tout un tas il y avait ceux de l'Est aussi qui sont réputés pour être des combattants. Et il y avait un échange. Ça a fait beaucoup évoluer cette partie du Wing Chun. Après, ce qui est intéressant, et je crois que c'est là où il y a un gros, comment dirais-je, il y a un gros bémol dans cette histoire, c'est-à-dire que bien sûr qu'on peut dire qu'on voit des techniques qui peuvent appartenir à du jujitsu, qui peuvent appartenir à toutes sortes de styles. Ce qui fait la différence, ce sont les concepts. Si vous n'appliquez pas les concepts du Wing Chun, ça ne fonctionnera pas. Ce sera juste la loi du plus fort qui l'emportera. Si vous l'appliquez avec les concepts, même peu importe le gabarit que vous avez, ça fonctionne. C'est voilà, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup. Je remercie encore Lunting pour tout ce qu'il a apporté, parce qu'il a apporté énormément. Hein. Mm. Voilà. Après aujourd'hui, moi, j'avais été le voir aussi à Hong Kong. Voilà. Après, on a beaucoup d'outils, beaucoup de techniques, beaucoup de choses. Maintenant, c'est à nous de le développer, de travailler avec, quoi. Bien sûr. J'ai Ok. pas besoin. Enfin, Alors, j'ai pas moi, envie. j'ai une autre question non prévue qui me vient. Et j'aimerais bien avoir ta vision. Tu vois, dans les élèves de Hickman, ils ont tous un enseignement qui est différent. Oui. Selon toi, pourquoi? Alors, les concepts sont les mêmes, mais la forme est pratiquement toujours différente. Je parle de la forme de corps, la position, etc. Pour toi, c'est dû à quoi? Déjà, il faut savoir que en Chine, quand vous pratiquez un kung-fu, le chinois il dit viens me montrer ton kung-fu. Montre-moi ton kung-fu. C'est l'énergie qu'on en a fait. Il y a un moment donné, l'art, il devient votre vêtement qui est ajusté à votre personnalité, ajusté à votre forme de corps, ajusté à votre mode de fonctionnement. Donc forcément, si vous êtes grand, petit, mince, un peu plus rond, vous allez faire ce Nim Tao, il va être un peu différent. Il y en a, vous allez dire waouh, il est beau, la forme qu'il fait, elle est belle. L'autre, il va le faire à côté exactement la même. Vous allez moins l'apprécier parce que c'est à un moment donné, la forme, elle vit de l'intérieur. Elle est à l'intérieur. Si elle est à l'intérieur, on peut l'exprimer vers l'extérieur. Donc, c'est ce qui fait toutes ces différences. Et d'ailleurs, Johan, si je peux me permettre, dans un passé pas si lointain, tu te souviens qu'il y avait d'autres enseignants qui faisaient les formes qui étaient extrêmement différentes, voire même qui perturbaient.
d'accord? C'était même perturbant parce que Ah, mais c'était alors oui, une autre vision. pour peut-être que tout le monde comprenne de quoi on parle, parce qu'on a fait partie du même groupe d'instructeurs, et en fait, chacun notre tour, le Sifu nous demandait d'aller faire la forme pour le groupe. Et c'est vrai que pourtant on avait tous appris au même endroit, et on avait tous une forme qui était différente, et c'est vrai que certains, bon, c'était une interprétation qui était très personnelle, et des fois on était un petit peu, bon, c'est ok, d'accord, bon. Voilà, ça c'est pour l'aspect extérieur. Maintenant, pour en revenir avec Ip Man, il faut savoir que Ip Man a enseigné à des gens à différentes périodes aussi de son parcours. Par exemple, je vais prendre juste comme exemple, parce que sinon il y aurait trop loin à en raconter, mais pour la forme du mannequin de bois, au départ, la forme du mannequin de bois était une forme extrêmement longue. Elle comprenait, je crois, 146 mouvements, quelque chose comme C'est ça. pas 108, ah ouais, Ensuite, elle est passée à 108. Et quand il l'a mise à 108, il trouvait qu'il manquait des techniques. Donc après, elle est passée à 116. Donc en fait, tout ce qui explique ces différences, c'est qu'il y a un moment donné, Ip Man, il n'avait pas tout non plus. Il est allé voir aussi d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des choses qui se sont réajustées. Les formes, tout le monde ne connaît pas les tripodes, tout le monde ne connaît pas, vous voyez, il y a plein de choses qui sont très différentes. Il y en a qui se tiennent avec les jambes très ouvertes, il y en a qui se tiennent avec des jambes plus fermées, voilà. Tout ça, ça correspond aux périodes auxquelles elles ont été enseignées et comment ceux qui ont retransmis aussi à leur tour l'ont retransmis. Parce que tout ça, c'est quoi en fait? C'est une histoire. Bon, alors déjà, il y a la chance de pouvoir recevoir l'enseignement intégralement, mais après, il y a le niveau de conscience. Si on a affaire à quelqu'un qui a un niveau de conscience qui est assez développé, qui est assez, je veux dire, oui, qui est beaucoup dans l'expansion, ça ne sera pas la même qu'avec quelqu'un qui a une toute petite niveau de conscience. C'est pas, je critique pas que ce soit mieux ou pas mieux, mais chacun est à ses étapes de vie. Chacun est à ses étapes d'évolution. Mais moi, quand je parle de l'évolution, ça correspond aussi à celle que l'on a de personnel. Bien sûr. Donc c'est ce qui différencie tout le monde. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, à un moment donné, certains se retrouvent. Il y a un langage d'unité à un moment donné. Parce que finalement, tout ça, faire un mouvement, c'est pas anodin. Ne serait-ce que prendre un objet, c'est pas anodin. Vous en avez quand ils vont prendre un objet, ça va être un mouvement braque, ça va être un mouvement saccadé, ça va être un mouvement détendu, ça va être et tout ça, c'est en rapport avec la personne. La gestuelle, elle parle, elle explique qui on est à notre insu. Je sais pas. Alors là, j'ai une anecdote qui me vient. T'as lu Musashi Miyamoto, c'est l'histoire de Musashi Miyamoto. Et à un moment donné, alors Clément, tu vas devoir lire Musashi Miyamoto. Tu vas me spoiler là? Oui, je vais te spoiler un petit bout, mais bon, c'est juste pour illustrer ce que dit Frédéric, c'est que il va rencontrer, en fait, un maître va lui envoyer une rose et le maître l'a coupée avec son sabre d'une certaine manière. Et quand il va voir l'entaille de la rose, il va dire, ah, là j'ai affaire à un grand maître. Un expert. Un expert. Juste parce que le geste, pour en arriver à une telle entaille, le geste était tellement parfait, il y avait un tel niveau de maîtrise qu'il savait que l'envoi de cette rose était un message et qu'elle était révélatrice du niveau du maître qui lui avait envoyé. Ok. C'est sur cette citation littéraire qu'on va clore la partie apprentissage pour passer à la deuxième partie. Alors, Sifu Frédéric, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu définirais le Wing Chun que tu enseignes aujourd'hui? Ou quel est le Wing Chun que tu enseignes aujourd'hui? Ou les spécificités, ou qu'est-ce que toi tu vois, quelles sont les spécificités par exemple, pour que les gens se fassent une idée de ce que toi tu enseignes, quelle est l'orientation de ton Wing Chun? C'est une question à laquelle j'ai un peu du mal à répondre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand quelqu'un vient faire un cours d'essai, quand un élève vient faire un cours d'essai, bien sûr que je vais partir sur quelque chose d'un peu général pour qu'il se fasse un peu une idée. Mais c'est surtout que je suis dans l'observation de
de ce qu'il a besoin, de ce qu'il ou elle a besoin. Donc, mon enseignement, il est adapté il s'adapte en tout cas à chacun des élèves. C'est-à-dire que je réussis à voir tout de suite les endroits sur lesquels il faut que j'amène la personne. Et même si je donne les mêmes exercices, je le fais travailler différemment des autres, D'accord. il ou elle. Ok. Donc c'est donc quelque chose de très personnalisé, quoi. Alors, c'est pas enfin, je sais pas comment on peut le dire, mais en tout cas, je me mets tout de suite à la portée d'élève, en fait. Et tu arrives à le faire sur des groupes de... Enfin, je sais pas combien tu as de personnes dans les cours, mais tu arrives à le faire sur des gros groupes, ce genre de choses? Bah, pour l'instant, ça commence à monter de plus en plus, Mhm. mais après, j'adapte en fonction des groupes. Pour l'instant, j'arrive encore à être sur chacune des personnes. Et je suis déjà même en train d'évoluer avec l'enseignement où je me dis, bon voilà, quand il va y avoir plus de monde, je sais comment je vais répartir pour réussir à être assez en contact avec les élèves, quoi. D'accord, ok. Bon, question un peu orientée sur l'aspect femme du Wing Chun, parce que tout à l'heure je t'ai entendu dire que tu étais un petit peu la seule femme. Alors je sais pas à quel point tu n'as pas rencontré de femmes dans ton parcours d'apprentissage, mais je voulais savoir si c'était dur en tant qu'enseignante femme de se faire respecter par rapport à ses élèves dans un monde où aujourd'hui les arts martiaux, c'est très très rare de voir des femmes enseigner. Je pensais que vous m'auriez demandé, ça a dû être très très dur de pratiquer en tant que femme avec les hommes. Alors, ça, je l'ai déjà posé, c'est pour ça que je te le pose pas, parce qu'on me fait généralement la même réponse. Mais si tu veux aller là-dessus, tu peux aussi me parler de Non, ça. non, non. Franchement, Mhm. non. Mais il y a une réponse à ça, hein. Mhm. C'est que j'aurais 25 ans, 30 ans, ce serait certainement compliqué. Ouais. Aujourd'hui, je suis une femme avec de la maturité. On peut éventuellement, oui, alors tiens, une anecdote que j'ai à vous dire. Hein, quand j'avais commencé à donner des cours, euh, ma première partie de vie, quand j'avais commencé à donner des cours, c'était pourtant bien, c'était quand même efficace tout ce que je faisais et tout. Et il y a un gars, il m'a regardé, il m'a dit, il a même pas essayé le cours, hein. Il m'a dit comme ça, droit dans les yeux. Bon, je le remercie. Je l'ai remercié d'ailleurs le jour où il me l'a dit et je le remercie encore aujourd'hui. Et il m'a dit, non mais franchement, il me dit, c'est bien ce que vous faites, mais je me vois pas du tout être enseignée par une femme. Voilà. Donc ça, Wow. ça fait partie des anecdotes. Mais bon, c'est pas très méchant. Après, oui, il peut y en avoir qui ont une petite attitude avec un petit sourire en coin, mais ils l'ont pas longtemps. Mhm. Ils l'ont pas longtemps. Oui, bien sûr, je comprends. Mais non, je pense que ce qui parle pour moi aujourd'hui, c'est voilà, c'est la maturité qui fait que bon, peut-être que le respect il vient un petit peu plus. Ou alors, vous savez, il y a un truc qui se passe très souvent. Ça, c'est drôle. Et je le sais à la voix, vous voyez, ça, c'est Mhm. magique. Je le sais tout de suite. C'est quand on m'appelle et on me dit, pourtant, on voit bien que je suis une femme sur le site. On voit bien, il y Quand a même, oui. beaucoup d'éléments qui indiquent que la personne qui enseigne est une femme. Je me suis pas transformée, rien du tout. Et quand je décroche, on me dit pas, ah, mais oui, alors oui. Et là, j'ai compris tout de suite. La personne, elle occupe le terrain en me posant des questions, mais je sais que la personne ne va pas venir. Ouais, ok. Alors, à la Et décharge de elle ne ça, viendra pas parce qu'elle ne s'attendait pas à avoir une femme. je pense que c'est dû au fait que de plus en plus, et avec Johan, on est aussi coupable de ça, les gens, pour promouvoir leur cours de self-défense, ils mettent des photos de pratiquantes sur leur site. Et du coup, ça paraît presque normal, en fait, de voir une femme sur un site internet, parce que c'est la façon dont les gens communiquent maintenant. Pourtant, on me voit donner le cours, on me voit parler, on me Ouais. voit. Voilà, Après, quoi. il faut que les gens aillent jusqu'à Et la vidéo. peut-être, Ouais, c'est ça. oui, c'est sûr. Ouais. Et comme Euh, maintenant, il faut faire 3 secondes pour que ce soit vu, c'est ça, c'est c'est ça. C'est ça. Euh, compliqué, quoi. alors, ça, c'est une question qui est assez importante pour moi parce que je trouve que c'est un des gros blocages des femmes qui viennent dans les cours de self-défense et d'arts martiaux en règle générale. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance pour une femme de se confronter à un homme dans un cours? Alors, il y a un truc qui est primordial pour les femmes,
Et je l'ai vu, j'ai encore une jeune femme là qui est venue et qui était très très introvertie, mais qui finalement s'est bien sentie. C'est que je crois que les femmes ont besoin déjà de sentir s'il y a du respect dans un cours. Ça, c'est fondamental. Il faut qu'elles sentent pas, faut pas se sentir quelque chose de lourd. Ça, c'est très difficile pour une femme à, à supporter, surtout quand la majorité sont des hommes. Et le deuxième truc, c'est qu'il faut rassurer les femmes toujours. Euh, il faut pas la mettre avec des hommes tout de suite. Il y a vraiment une progression à faire. Déjà, il y a l'hygiène, on n'en parle jamais assez. Hmm. Moi, avant chaque cours, ils sont tous obligés de se laver les mains. Ok. C'est une obligation. Hmm. C'est-à-dire qu'on a, déjà parce qu'on arrive de l'extérieur, on a un art qui est extrêmement en contact avec le visage, voilà. Et on a besoin, il y a des gens naturellement avec lesquels on se sent peut-être moins en affinité. Et déjà, le fait de savoir que tout le monde s'est lavé les mains, ça casse une barrière. Mhm. Vous voyez ce que je veux dire? Le deuxième truc, c'est que il faut pas la mettre tout de suite avec un homme. Alors évidemment, si vous n'avez pas comment dirais-je, si vous n'avez pas d'autres femmes pour la mettre avec tout de suite, ce qu'il faut, c'est prendre celui qui fait le moins peur. Il faut prendre celui qui va être le plus doux. Non, mais c'est important. Bien sûr. Alors quand je dis le plus doux, ça veut pas dire qu'il est timoré, hein. Il faut qu'il inspire confiance. C'est hyper important, la confiance. Moi, je suis restée dans le cours quand je suis arrivée parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Et j'ai trouvé que, puis bon, en plus, le premier prof que j'avais, c'était un Allemand. Donc, les règles qu'il y a en Allemagne, elles sont très strictes, hein. Les t-shirts, ils doivent être impeccables. C'est blanc, c'est repassé. Tout le monde, c'est des t-shirts dans les pantalons. On ne fait pas du foot avec les grands t-shirts qui arrivent aux cuisses. J'ai rien contre le foot, mais voilà, on n'a pas la même allure quand on a les t-shirts qui sont corrects que, vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Et il faut mettre de la confiance parce que sinon c'est compliqué. Parce que on demande tout de suite à la femme, voilà, il faut toucher le bras de l'autre, il faut, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et quand, en plus, il y a des hommes qui transpirent plus que d'autres. Donc la fille, elle a jamais fait d'arts martiaux, donc en plus, s'il a pas une manche longue, bon, c'est gênant. On rentre tout de suite dans l'intimité. Bien sûr. Donc il faut mettre en place un système quand il y a une nouvelle femme, en tout cas. Il faut mettre un système qui est rassurant. Alors, ça ne veut pas dire que pendant toute la pratique, on va être là sans arrêt à être... on n'est pas dans les bisounours, hein, comme je dis, hein, on est là pour faire des arts martiaux. Donc, et c'est petit à petit qu'on accompagne la personne à prendre confiance et qu'on va pouvoir l'amener sur des choses un petit peu plus progressives, quoi. On va pas la mettre dans le combat tout de suite, c'est pas possible. Et surtout les femmes, elles ont besoin de temps, elles ont besoin de... Après, vous en avez qui arrivent, elles sont en mode guerrière, où elles disent, ouais, elles sont là, machin et tout. Bon, celle-là, c'est encore un autre chose qu'il faut travailler avec elles. Bien sûr. Parce qu'il y a une chose qu'il faut jamais oublier, et moi je le dis, et pourtant, et je suis bien placée pour le dire, une femme reste une femme. Elle ne doit pas se comparer à un homme. Elle ne doit pas considérer qu'elle va pouvoir se battre comme un homme. Elle peut se battre comme un homme à travers... la technique, à travers tout ce qu'elle aura développé. Mais dans le mental, il ne faut pas qu'elle soit comme un homme. Parce que quand je dis qu'elle soit comme un homme, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas en train d'utiliser ce côté viril, physique, comme ça, musculairement, parce que je dis ça parce que je l'ai beaucoup vu, ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel il faut faire attention. Parce que quand on pratique beaucoup, qu'on est tout le temps en contact avec des hommes, même moi, à un moment donné, je me suis vue, je dis, oula, j'ai une autre attitude. Je me suis corrigée de moi-même. J'ai dit, non, c'est pas moi. Parce que quand vous fréquentez tout le temps les milieux d'hommes, il y a un moment donné, il y a une espèce de mimétisme. Et donc, du coup, on a besoin de se faire entendre et tout. Et non, il y a une place, il faut faire comprendre que on peut rester à sa place et avoir autant de réussite dans sa pratique, hein. Mais alors dans ce cas-là, c'est quand même important d'avoir des cours mixtes ou vaut mieux pas des cours mixtes? Oui. Non, il faut mix.
Dans ce cas-là, par rapport à ce que tu viens de dire, quelle est la force du cours mixte selon toi? Il y a un moment donné, il faut bien la confronter à la réalité. La réalité, c'est vrai que le monde a changé. Les femmes, elles peuvent aussi vous agresser. Enfin, on est plus souvent agressé par des hommes que par des femmes. Bien sûr. C'est vrai qu'il peut y avoir des hordes de femmes, comme c'est déjà arrivé. Hein, Mm. mais la réalité, c'est que la femme, elle est soumise à quoi? On lui en veut à quoi? Qu'est-ce qu'elle risque dans sa vie, la femme? Mm. Hein? Sa vertu, Inclément. son argent. Pardon? J'ai dit Qu'est-ce qu'elle dit? Inclément. Ouais. Inclément répond à la question. Bon, pour ceux qui ont la référence, moi je parle souvent de dinde. Voilà. Mais pas de danger pour sa dinde. Voilà. Mais la dinde n'est pas Oui. la femme. C'est. Bon, bref. Voilà, il faut passer à la suite. D'accord. Non, mais en fait, à la base, c'est pour expliquer quand même à ceux qui écoutent et à Frédéric, c'est que c'était une blague qu'on a faite pour Noël. Mm. Ne vous faites pas fourrer la dinde pour Noël. Ouais, voilà. Bon. D'accord. C'est le danger des cours mixtes. C'était douteux. Ah, c'est raffiné. Mm. Ah oui, très. D'accord. Voilà, non mais bon, c'est ce que je voulais t'entendre dire en tout cas avant que effectivement c'est quand même important à la fin de se confronter aux hommes parce que comme tu dis c'est la réalité quoi. Mais il faut que ce soit progressif. Il y a des femmes Mm. qui peuvent pas rentrer comme ça dans le jeu aussi rapidement. Il faut observer, il faut voir un petit peu qu'est-ce qu'elle est venue chercher, parce que bon, bien sûr, tout le monde dit pour venir se défendre, mais quelquefois c'est plus profond que ça, ce que les gens viennent chercher. C'est pas uniquement venir se défendre. Ils viennent chercher autre chose derrière ça. Et ça peut être juste de la confiance en soi, puisque de toute façon, ça repose aussi sur la confiance en soi. Qu'est-ce qui fait qu'un va être plus agressé qu'un autre? Bien sûr. Pourquoi certaines personnes se font agresser plus facilement que d'autres personnes? Mm. Il y a quand même des questions à se poser, quoi. Il y a l'attitude, c'est ce j'expliquais au tout début. L'attitude. Si vous êtes toujours un peu plus alerte, la personne va le sentir avant de venir vous voir. Mm. Si vous êtes là complètement planant, pour peu qu'en plus vous ayez les écouteurs ou que vous soyez en même temps dans le téléphone. Enfin, Mm. je veux dire, il faut essayer de pas être trop une proie non plus, quoi. Bien sûr. C'était très intéressant cette partie qu'il faut y aller un petit peu, pas en douceur, mais disons avec un process particulier en fonction des personnes. Ouais. Est-ce que tu peux faire le même exercice, mais par rapport aux hommes? Quel type de profil en général a l'homme et comment est-ce que... Enfin, faire la même chose que ce que tu viens de faire pour la femme, mais pour la version homme. Comment sont les hommes qui viennent dans tes cours en général? Mais vous savez, dans les hommes, il y a plusieurs profils. Hein. Il n'y a pas que les super puissants, les super ce que vous voulez qui viennent. Il y a ceux aussi qui manquent de confiance en eux. Il y a ceux qui ont de la confiance en eux, mais qui sont pas forcément complètement en phase avec certaines choses. Ils ont besoin un petit peu de s'affirmer d'une autre manière. Vous en avez qui sont complètement illusionnés. Il y en a, ils sont convaincus que ça y est, ils ont vu Bruce Lee. Il y a tous les profils, je veux dire, chez les hommes. Mais est-ce que ça fonctionne pareil? C'est-à-dire que tu vas les mettre face à des personnes qui sont... T'essayes toujours d'adapter les gens que tu mets l'un en face de l'autre? Ouais, ok. D'accord. En fait, c'est pas que j'adapte ceux que je mets en face c'est important. Vous savez, on fait un métier quand même où il faut de la psychologie. Hein. Il faut un petit peu observer, voir quel genre de personne on a. Si vous avez un homme qui est un peu plus fragile ne veut pas dire... alors, c'est pas le bon mot que j'ai exprimé. Vous avez des hommes qui sont plus raffinés. Il y a un raffinement en eux qui fait qu'ils n'expriment pas une partie plus comment dirais-je, peut-être plus virile. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas. C'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont dans un espèce de raffinement comme ça, qui ont du mal à être confrontés à des choses un peu entre guillemets violentes. On peut pas. Il faut s'attacher à ce que les gens, dans un premier temps, ne sentent pas qu'ils perdent la face. Ouais. C'est ça en fait qu'il faut prendre en considération.
Mais on est tous fait pareil, c'est-à-dire que si vous arrivez dans un groupe que vous connaissez pas et que la première des choses qu'on vous fait, c'est vous faire perdre la face parce que vous savez pas comment vous comporter dans ce genre de choses, que vous savez pas quels sont les mouvements, vous êtes un peu gauche, parce que tout le monde n'est pas à l'aise dans son corps, même si c'est un premier cours, il y en a qui le sont plus que d'autres. Il faut veiller à ça. Et quand on a compris que là, c'est une personne qui est pas très coordonnée, qui est un petit peu maladroit dans son corps, vous n'allez pas le mettre devant quelqu'un qui va être super en confiance et qui va un peu l'écraser. Il faut le mettre avec quelqu'un qui est super en confiance, mais qui est super sympa. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends, oui. Et quand, parce que sinon, les hommes, c'est pareil, ils vont pas revenir, hein, s'ils sentent qu'ils ont été un peu trop malmenés. Et même moi, en tant que femme, je ne peux pas faire. Il y a des endroits où je ne peux pas aller en tant que femme dans l'enseignement. C'est-à-dire que je ne peux pas leur faire. Il faut surtout pas qu'ils se sentent humiliés. Ça, il faut faire très attention. Parce qu'encore homme entre hommes, c'est un rapport qui se vit, ça fait partie de la vie, quoi. C'est presque culturel. Les hommes entre eux, c'est voilà, au flair, on a compris tout de suite d'un regard. Les hommes, ils ont compris qui est le dominant. La femme, ça se passe autrement. Donc ça veut dire que, ben oui, donc si on a affaire à deux dominants, ça va être chaud. Donc c'est un peu compliqué, mais ça peut se gérer quand même. Les femmes, c'est différent. Les femmes, c'est le territoire. C'est quand elle est à un endroit, elle n'aime pas qu'on vienne squatter son endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a toute une psychologie qui est complètement différente. Et les hommes, c'est vrai qu'au niveau de l'enseignement, moi, il y a des choses sur lesquelles je fais attention. Après, de temps en temps, quand l'élève il a évolué, si il est un petit peu trop, il commence un petit peu à faire du zèle. Bon, bah dans ces cas-là, il faut lui mettre la bonne personne en face qui va un petit peu lui remontrer qu'il doit toujours rester. Mais vous savez, l'enseignement, c'est ça. Moi, quand j'étais dans mon parcours, on m'a dit, plusieurs fois, on m'a dit, mais comment t'as fait pour rester? Mais moi, je serais partie, mais moi, ceci, mais moi, cela. J'ai dit, mais parce que moi, j'ai pas abordé les choses de la même manière. Je me suis dit, c'est pas grave. Ça contribue à me faire avancer. Bien sûr que ça a été difficile. Moi, je suis repartie des cours. Je me rappelle des cours où je pleurais tellement c'était difficile. Parce que l'élève que j'avais en face de moi, il agissait pas du tout avec la technique, il agissait physiquement, il m'imposait son physique, donc je pouvais pas m'en sortir. Bien sûr, j'apprenais, donc je pouvais pas m'en sortir techniquement. Donc, et je voyais bien que j'étais dans le rapport de la personnalité. Je le savais. J'étais en colère, mais comme j'avais envie de continuer, que mon défi à moi, c'était d'aller au bout de ce que j'avais commencé. Ça, c'était mon défi. Mais c'était pas à n'importe quel prix. C'était bon, bah là, à force d'être, j'allais dire d'avoir mal, pas physiquement, mais c'est difficile d'être confronté tout le temps à des égos qui sont là pour vous montrer, qui sont toujours en train de vous montrer, qui vous écrasent et tout. Et vous dites, mais mince, il faut que je réussisse à travailler techniquement. Bon, bah moi, j'ai beaucoup travaillé. Et puis, à un moment donné, bah, la technique, elle a pris le dessus. Mais parce que j'ai accepté de dire, OK, toi, tu veux pas que je passe comme ça, tu veux pas que je travaille comme ça. C'est pas grave, je vais trouver la solution. Ça m'a obligée à trouver des solutions. Alors, c'est super intéressant parce que comment est-ce que tu passes de cet enseignement à ton enseignement? Parce que je trouve que on t'a pas du tout enseigné comme toi tu enseignes aujourd'hui. C'est normal, c'était une autre époque. Yes. Nous, on était enseignés, on nous enseignait, c'était hyper hard. Moi, on m'a dit, t'es dans les arts martiaux, femme ou homme, vous prenez des coups. Donc déjà, quand on entend ça, on fait... Qui est-ce qui t'avait dit ça? Qui est-ce qui t'avait dit Comment? ça à l'époque? Qui t'avait dit ça à l'époque? Tu sais? Oh, bah, tu le sais. Bah oui, non, justement. C'est pareil, je veux dire, le Sifu Kogbuife, quand il est arrivé avec, avec son niveau, il est arrivé avec les connaissances qu'il avait du moment. Il n'était pas du tout venu pour enseigner, donc il n'avait pas forcément toutes les bonnes clés stratégiques de pédagogie. Mais c'est intéressant parce que moi, à travers mes difficultés,
j'ai compris tout le cheminement qu'il y avait, pourquoi, parce que bon, je suis quelqu'un qui a travaillé sur elle quand même. Euh, je comprenais les endroits par où je passais, pourquoi c'était comme ça psychologiquement. Puis après, il y a eu quelques filles qui sont passées aussi. Je regardais un peu aussi comment ça fonctionnait, comment elles, leur enseignement, qu'est-ce qu'elles en faisaient de ça. Hein. Bon, beaucoup sont partis, ils ne restaient pas jusqu'au bout. Mais moi, je me disais, c'est pas grave. Moi, c'est comme si j'avais la serpette et en fait, j'ai tracé un chemin. J'ai tracé un chemin et je me suis dit, bon, voilà, à un moment donné, ça, je comprends pourquoi ça passe par là. Ça, je comprends. Après, moi, je suis allée j'ai traîné un peu dans plein de salles, des salles de boxe thaï, boxe anglaise, etc. J'ai eu envie, après je parle de ça au bout de 10-15 ans, hein, et pour comprendre, j'ai eu envie d'échanger avec d'autres et tout. Et je regardais quand il y avait des femmes, je me disais, mais non, mais ça, je voyais les erreurs psychologiques qui étaient enseignées parce que à la fin de tout ça, il ne faut pas que les femmes deviennent des déménageurs, quoi. Ouais, bien sûr. Vous voyez, au bout d'un moment, la femme ou l'homme doit révéler ce qu'il est. Il ne doit pas emprunter quelque chose qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas. Elle doit juste révéler ce qu'elle est. Et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pourquoi il y a autant de styles de kung-fu, mais parce qu'il y a un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on en a fait? Comment on l'a? Est-ce qu'on est habité? Est-ce que votre style vous habite? Est-ce que vous vivez votre style? Je veux dire, voilà, quand je disais tout à l'heure, mon Wing Chun, il est partout, mais oui. Moi, j'ai le moindre mouvement, quelqu'un qui vient, je prends le métro parce que j'habite une grande ville, et je veux dire, on est confronté sans arrêt à la pression du corps, sans arrêt des gens, même des fois, qui vous filent des coups, vous sentez tout un tas de choses. Mais moi, j'ai carrément des choses qui se passent, quoi. J'ai le Wing Chun qui est là en train de bouger avec, quoi. Ouais. Voilà, il y a un moment donné, et pour ça, il faut le laisser vivre en vous, il faut être patient, il faut trouver le chemin qui vous amène à ça. Donc on peut dire que au bout du compte, on travaille pour avoir tous notre kung-fu. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Alors après, il y a des kung-fu qui plaisent plus que d'autres. Hein. Ouais, tout à fait. C'est ça. Ce qui compte dans ça, c'est une vérité qui parle en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est moi, il y a des choses que j'ai vues, je dis c'est intéressant, je dis j'aime bien le style qu'il a et tout, mais je me verrais pas aller l'emprunter. C'est son style, c'est son énergie. Ça correspond à sa forme de corps, parce que le Wing Chun nous permet de développer une forme de corps. C'est ce que je dis aux débutants. C'est quand on travaille les formes qui sont tellement sous-estimées, ces formes, les Taolu. Et pourtant, c'est ça qui va vous permettre de développer, de tracer le chemin qui convient pour pouvoir exécuter à un moment donné sa technique, pour que la pratique puisse à un moment donné s'exprimer. Au revoir Clément. Non, je suis passionné, c'est ça le mot, je crois que c'est passionné. Non, mais c'est vachement profond, je pense, et je trouve que moi ça me donne envie d'aller en cours, quoi, ce genre de discours. Non, mais c'est vrai, j'aime bien l'aspect un peu profond de la chose, quoi. Les arts martiaux, c'est ça. On va se voir en hein. cours, Clément, alors. Ouais, on fait ça. Je vous laisse régler vos comptes. C'est ça. Non, si. Alors, il vient 1 heure, parce que je donne des cours au boulot pendant 1 heure le vendredi, et Clément vient. Ouais, je viens faire le clown. Voilà, c'est ça. Faut le discipliner. Les mains dans les poches, enfin, tu vois, faut lui dire. Oui. L'attitude, elle me compte. C'est ça. Il faut que. Mais je comprends plus aujourd'hui qu'on en discute de tout ça. Je serai sage la prochaine fois. Qu'est-ce qui fait qu'après toutes ces années de pratique, tu ne t'es pas lassé? Je pense avoir un petit peu compris la réponse, mais qu'est-ce qui fait que t'es pas parti sur d'autres disciplines, aller voir
peut-être d'autres choses et qui fait que tu es resté sur l'enseignement du Wing Chun? Mais moi, je fais d'autres choses dans le sens où, je vais pas dans d'autres cours, mais je pratique Mhm. d'autres activités sportives, quoi. Toujours, hein, j'ai toujours fait d'autres activités sportives sans aucun problème. Mhm. Bah après, j'ai développé ma technique. Euh, voilà, ça va faire 28 ans que je pratique. Ok. Donc, je vais pas, c'est en moi. Je vais pas aller révolutionner quelque chose d'autre, non. Ou si j'allais sur autre chose, si j'aime bien les armes, donc j'ai toujours été assez mordu des armes. J'aime bien tout ce qui est un peu physique. Ça fait partie de ma nature. Mhm. Mais qu'est-ce qui fait? Ben moi, j'ai trouvé ce que j'ai cherché. En tout cas, au niveau des arts martiaux, j'ai trouvé ce que je cherchais. Ok. Voilà. Je me suis réalisée dans mon art martial. Hmm. Et j'ai une question. Attends, qu'est-ce que tu penses? C'est peut-être un petit peu une nouvelle mode. Des gens qui disent il faut un peu de tout, aller chercher à droite à gauche des techniques parce que maintenant c'est comme ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, aller chercher à droite à gauche ou faire du MMA? Je pense que je vais reformuler la question de Johan en disant est-ce qu'on peut créer son kung-fu avec différentes disciplines d'arts martiaux? En fait, ouais, enfin même pour être plus précis, c'est que moi j'entends souvent ce genre de choses. C'est oui, j'ai été prendre ça là, j'ai été là, et des, des gens qui véhiculent cette idée-là qu'il faut aller à droite à gauche pour être complet et pour prendre des techniques à droite à gauche, tu vois. Et alors, c'est des bons combattants? Ils ont une belle pratique? Ben voilà, Je veux pas la donner mon réponse, elle avis, est là. non, mais je veux pas donner mon avis, j'aimerais avoir le tien. Mais moi, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit oui, j'ai fait un peu de ci, oui, j'ai fait un peu de ça, oui, j'ai fait un peu de ci. Bon, ok, d'accord. Combien de temps? Combien de temps? Oui, j'ai fait ça pendant 2, 3 ans. Ok, vous êtes allé combien de fois dans les cours? Voilà. Donc déjà, il faut poser la question combien de temps les gens ont pratiqué. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'ils cherchent? Si c'est juste effectivement pour faire du sport, c'est très bien. Ok, ils ont envie de faire différentes pratiques, ils ont envie de s'essayer dans plein de choses, c'est très très bien. C'est du sport, voilà. Ils l'abordent d'une manière sportive. Mais quand on veut pratiquer un art martial, qu'est-ce que les gens viennent chercher quand ils disent je voudrais pratiquer tel art martial? Parce que les gens, en général, ceux qui viennent vers ça sont des gens qui viennent chercher la philosophie qui va avec. Quelque chose qui va les aider dans leur quotidien. Alors, on peut très bien me dire, oui, mais oui, dans le sport aussi, on amène le côté, le respect des règles, etc., etc. Oui, mais on ne va pas aussi loin. Quand on est dans une tradition, quand on pratique un art martial, il y a une tradition. Alors après, évidemment, on n'est pas obligé parce qu'elle appartient à une autre époque, cette tradition. Mais en tout cas, on peut l'adapter aujourd'hui. On peut essayer de trouver quelque chose qui va s'adapter aujourd'hui, qui va être quelque chose qui accompagne dans la vie. Vous avez donné un exemple qui était très intéressant tout à l'heure, parce que c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui quand des nouvelles personnes arrivent dans les cours. Ils n'ont pas de tenue, ils ne savent pas se tenir. Ils arrivent, ils ont des t-shirts. Des fois, je leur dis, dites donc, il est drôlement froissé votre t-shirt. Mais parce que déjà, rien que ça donne une indication sur la personne. Quand on dit l'habit ne fait pas le moine, oui, mais cependant, c'est à ça qu'on le reconnaît. D'accord? Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, c'est avoir une tenue, effectivement. Très souvent, ils sont là, ils s'appuient sur un mur, ils n'arrivent même pas à se tenir. Voilà, mais quand on vient se présenter à un travail, c'est la même chose. On n'est pas là en train de s'avachir dans le siège. Ils s'assiedent même pas sur leurs fesses, ils s'assiedent sur leur dos. Conclusion, ils n'ont plus de fesses, ils ont le bassin en avant et ils sont complètement déformés. Eh bien oui. Alors, quand on regarde tout ça... Ça fait rire Johan parce que c'est ma position au travail. Et tout le monde me le fait remarquer, donc il est temps que j'aille pratiquer les arts martiaux. Et donc, quand vous êtes avec moi, j'ai eu des élèves comme ça. Après, ils sont bien améliorés dans leur dos parce qu'ils ont bien compris la problématique qu'ils avaient. C'est que quand vous êtes comme ça, toujours sans tenue, mais comment voulez-vous avoir un mental? Alors moi, quand on me parle du mental, ça me fait bien rigoler. Parce que le mental, c'est un muscle.
Si on ne l'entraîne pas de manière répétitive, à le mettre dans des situations qui vont l'amener à se dépasser, vous croyez que le mental, il arrive comme ça? Non. Il ne faut pas confondre avec l'instinct de survie. L'instinct de survie, il n'y a pas besoin d'être sportif. Il y a des gens qui ne sont pas sportifs, qui ont un instinct de survie très, très puissant. Ça, c'est autre chose. Bien sûr. Mais quand on doit développer le mental, c'est comme si vous disiez, c'est le marathon, c'est le long terme. Et ça, on en a tous besoin dans notre quotidien. Parce que si à un moment donné, on n'est pas capable de tenir des choses sur du long terme et qu'on fait que les arrêter pour recommencer d'autres, puis arrêter, puis recommencer, à la fin, on a fait quoi? Il en reste quoi à la fin? Donc voilà, moi je pense que quand on décide de prendre un chemin, même si on a envie de le faire que 3 ans, mais au moins le faire bien pendant 3 ans. Bien sûr. Et pas dire, je suis venu, j'ai papillonné, je suis reparti. Ouais, j'ai vu, je connais. Ouais. Ok. Excusez-moi. Non, mais oui, enfin, de toute façon, c'est à peu près ton avis aussi, Johan, hein, on avait déjà échangé là-dessus, et je pense qu'effectivement, c'est important Bah de... oui, et moi, bon, mais je pense que, bon, je sais pas si Frédéric a la même vision, mais il y a aussi dans chaque discipline une stratégie, une tactique, et que à papillonner, eh bien, on loupe cette chose-là. On va prendre des techniques, on va rester dans des techniques, dans l'aspect cosmétique, mais on va pas comprendre que derrière ça, il y a une stratégie, il y a quelque chose de plus profond. Alors j'avais une autre question. Ça, c'est un peu une question que je me suis posée, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Pour les personnes qui ont été agressées, comment est-ce que comment est-ce que tout ça, l'art martial, etc., ça peut les aider à se reconstruire? Parce que on en a vu certaines personnes qui avaient vécu des agressions et pour qui c'était très très difficile de venir en cours, de se confronter aux autres. Enfin, bon, pour ces personnes-là, il fallait plutôt des cours particuliers, ça dépend des profils, encore une fois, mais comment est-ce qu'on peut aider ces personnes? Chaque cas est différent. On peut pas, c'est difficile de faire un truc standard. Après, ça dépend quel type d'agression ils ont subi. Vous parlez des hommes? Ouais, je dirais hommes et femmes. Alors, sachant que je pense que nous, on a vu plus de femmes qui avaient une problématique avec la discipline une fois agressées que d'hommes. Oui, parce que on peut parler. Il y a beaucoup d'agressions sexuelles à caractère sexuel, même si ça va pas jusqu'au bout. Pour les hommes, c'est plus des agressions pour nous voler des choses ou des humiliations. Matériel. Voilà, mais pour des femmes, c'est plus des agressions. C'est souvent des agressions à caractère sexuel. Pour préciser ma question, est-ce qu'il y a une voie via le cours collectif pour accueillir ces gens-là, ou est-ce que ça passe forcément par un suivi très très personnalisé? Déjà, moi, en ce qui me concerne, quand j'ai des gens qui m'appellent, je parle un petit peu avec eux. Je leur demande ce qu'ils viennent chercher déjà. Et puis, en général, quand ces personnes appellent comme ça, elles donnent très très vite les signes sur ce qu'elles viennent chercher. Donc, ou en tout cas, elles font comprendre qu'il leur est arrivé quelque chose. Donc, dans ces cas-là, j'essaie de continuer un petit peu de parler avec eux. Et puis après, ce que je fais, c'est que je leur demande de venir. Elles vont venir faire. Donc, ce que j'ai entendu, ce que j'ai perçu, je vais en tenir compte, moi, dans le cours d'essai que je vais faire. Et après, je prends la personne à part, toujours. Et après, j'ai un échange et je vois en fonction de ce que la personne peut me confier. Mais après, si c'est trop traumatique, franchement, il faut conseiller d'aller voir quelqu'un. Bien sûr. Ouais, c'est pour ça que ça dépend des profils. On peut pas tout, on n'est pas des professionnels dans ce domaine-là. Il faut, enfin moi en tout cas, si je constate qu'il y a quelque chose qui vraiment ne va pas bien, je conseillerais d'aller voir d'abord quelqu'un qui pourra l'accompagner dans psychologiquement, et puis après, effectivement, revenir si elle se sent capable de pouvoir travailler certaines choses, quoi. Après, vous savez, dans des choses comme ça, avant qu'il ait fait MeToo, moi j'ai toujours dit, mais il y a une chose dont on ne parlait jamais, maintenant on en parle, donc ça y est, maintenant c'est le sujet qu'on entend parler tout le temps, mais
je disais toujours, mais il y a un sujet dont on ne parle jamais, c'est que la femme, dès son plus tendre enfance, elle est confrontée jusqu'à ce qu'elle soit une vieille dame, elle est confrontée à l'agression. Hmm. Faut dire ce qui est. Voilà, moi je sais que j'ai eu des angoisses hein, quand j'étais jeune. J'ai été souvent suivie, j'ai eu souvent voilà, vous pouvez pas vous avez des détraqués qui arrivent sur vous, qui sortent tout le 3 pièces. Enfin, voilà quoi, on est confronté à des sacrées choses et quand on est jeune, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué parce qu'on est tétanisé, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. On a peur d'être soi-même agressé, d'être blessé, la femme, elle est souvent un petit peu, je vais faire une petite comparaison, un peu comme le moineau, comme l'oiseau. Le petit oiseau, lui, quand vous allez pour l'approcher, il tombe, il fait croire qu'il est mort. C'est la position qu'il prend. Vous dites, oh mince, il est mort. En fait, non, il n'est pas mort, et c'est sa stratégie. Vous repartez, vous allez voir, il va s'envoler. Et donc la femme, par réflexe, dès qu'elle se sent agressée, qu'elle ne sait pas ce qu'elle va pouvoir faire, elle se sent impuissante, bah, elle est tétanisée, elle ne bouge plus. Après, vous en avez d'autres qui vont réussir parce que selon l'environnement dans lequel elles ont grandi, elles vont être peut-être plus réactives, plus offensives. Mais en règle générale, on n'est pas souvent comme ça, on est plutôt tétanisé, quoi, parce qu'on ne veut pas être blessé, on n'a pas envie de perdre les dents ou de casser un nez. C'est quand même assez traumatisant. Donc, quand on est jeune, oui, bon, aujourd'hui, la jeunesse, elle est encore un peu différente. Les jeunes femmes, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont qui hurlent dès qu'il y a quelque chose, elles crient fort. C'est encore autre chose, mais en tout cas, il y a beaucoup de conseils à leur donner. C'est que, de toute façon, quand on est face à un homme, il faut faire attention. Et le but du jeu, c'est de repartir indemne. Bien sûr. Donc, il y a à l'époque, quand je courais beaucoup dans le bois de Boulogne, il y avait eu des agressions. Il y avait un gars qui avait agressé des femmes. Il y avait une équipe de journalistes qui m'ont vu, qui ont traversé avec leur caméra en courant. On peut vous interviewer. C'était très drôle parce que vous ne pouvez pas m'arrêter. J'avais un timing. Et ils m'ont dit, mais vous n'avez pas peur de courir dans le bois comme ça? Vous savez qu'il y a eu des agressions, etc., etc. Vous faites comment? Je dis, je rentre jamais dans le bois, je reste autour sur la périphérie. Voilà, il y a des règles de comportement à avoir. Quand j'y vais le matin, l'hiver, il fait nuit beaucoup plus. Enfin, la nuit reste à 8h du matin, il fait encore nuit, ça se lève à peu près vers 8h15, 8h30. Moi, quand j'habitais à côté, j'y allais l'été, j'y allais à 7h. L'hiver, j'attendais qu'il fasse jour pour aller courir. Et si j'y allais quand il faisait nuit parce que mon emploi du temps ne me permettait pas de faire autrement, eh ben, je courais là où toute la périphérie où il y avait de la lumière et je savais qu'il y avait d'autres gars qui couraient là aussi. Il y a quand même des règles à avoir. Il ne faut pas se mettre en situation de danger, quoi. Mais non. Ouais. On doit à chaque fois étudier la situation. Vous devez aller dans une soirée, vous savez que vous prenez, il y a certains itinéraires qui sont un petit peu plus, voilà, qui sont pas sains. Vous devez aller dans une soirée, vous êtes habillé, vous prévoyez de mettre un manteau long. Voilà, il y a des situations à avoir qu'il faut anticiper. Alors bien sûr qu'aujourd'hui on va dire oui, mais c'est pas normal qu'on soit obligé de. En attendant, il faut essayer de se préserver, quoi. On peut tout faire, hein, il n'y a pas de problème. Quel est c'est écrit secret, mais c'est pas le secret. Qu'est-ce qui rend le Wing Chun efficace dans la self-défense? Les concepts. Les concepts. Ouais. C'est uniquement ça. Ce sont les concepts. Ok. Alors, moi je vais passer à la dernière question, donc je sais pas si Johan, toi tu veux rajouter quelque chose avant que je procède à une question. Non, vas-y, pose ta question, peut-être j'en aurai une après, mais là... Alors, ma dernière question c'était qu'est-ce qu'a le Sifu Frédéric que n'avait pas Frédéric? C'est difficile de répondre à cette question parce que le temps a passé, donc quand les années passent, il y a quoi? Il y a la maturité, il y a plus de confiance, il y a...
Un petit peu plus de sagesse? C'est comme ça C'est pas le- que c'est comme ça que tu résumerais ce que t'as apporté le Wing Chun, plus de sagesse? Non. Le Wing Chun, il a pas. Ah, ce que je trouve qui est très puissant dans le Wing Chun, et c'est marrant parce que j'avais posé cette question-là à mes élèves et j'en ai un qui a répondu ce que je vais dire. C'est-à-dire que ça amène un côté pragmatique. C'est-à-dire que moi, je le vois dans la vie, je vais toujours à l'essentiel. C'est-à-dire que je perds pas de temps alors qu'avant, j'en aurais perdu plus, ça c'est sûr. Ça aurait été un peu plus tortueux. Et finalement, c'est la capacité à pouvoir voir les choses, clac, tout de suite, d'aller directement à l'essentiel. Hmm. Ça donne un peu plus de clarté. Et c'est vrai que dans le Wing Chun, comme on est tout le temps sur le plus court chemin, bah, du coup, en travaillant la gestuelle, on finit par aussi se trouver que dans le quotidien, on va plus rapidement aux choses. Ok, je comprends. On cherche la solution la plus directe. Et ça, je vais tout à fait dans ton sens. Ouais. Ok. Voilà, La plus c'est directe, la vraiment plus ça. simple. Ouais, la plus efficace, enfin en tout cas qui sera la plus efficace pour le moment, dans l'instant T. Et dans tous les domaines. Hein. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit dans cette série de questions dont tu voudrais parler, qui te tient à cœur? Avant de passer à la pub. Ouais. Vous allez voir une pub? Il y a un truc important aujourd'hui, je suis en train de voir avec des gens parce que je pense que c'est quelque chose que je vais avoir envie parce que ça fait longtemps que je suis là-dessus, je l'ai échangé avec des personnes, parce que je fais partie aussi de la CNF Wushu, qui est un comité national de Wushu français, qui ont été validés par l'Europe et qui sont en train de mettre un truc en place très important. C'est que j'ai souvent évoqué que les arts martiaux actuellement sont en perte de vitesse. Ils sont en perte de vitesse parce que le MMA est en train de prendre le terrain. Après, c'est pas du tout, c'est pas une critique que je suis en train de faire, mais parce que tout est mélangé aujourd'hui. Donc ça rejoint un petit peu ce que disait Johan tout à l'heure, c'est-à-dire que aujourd'hui, on veut essayer un peu de tout. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument révolutionner dans les arts martiaux. Moi, je n'ai jamais regardé Internet au niveau des arts martiaux. Ça ne m'intéressait pas. Je suis quelqu'un qui n'aime pas se laisser polluer. Et puis à un moment donné, j'y suis allée parce que j'ai une très très bonne amie qui y allait tout le temps, voilà, on a échangé. Elle a un parcours aussi de martial redoutable. Et puis à un moment donné, je dis tiens, je vais aller voir. Et puis je suis allée voir. Et plus je regardais, plus je me dis waouh, mais c'est poussiéreux quoi. Comment se fait-il qu'on veuille continuer à enseigner les arts martiaux en prétendant que ça c'est du traditionnel, en restant avec des tenues qui appartiennent au passé, en restant dans des concepts qu'on n'a même pas connus, qu'on voudrait absolument appliquer à la lettre. Mais ça, je trouvais ça mais tellement incroyable. Bien sûr. Et ça, c'est une grosse erreur que font les pratiquants, ceux qui enseignent les arts martiaux, c'est de vouloir rester cantonné à quelque chose qui n'est plus d'époque. Alors vous allez me dire, mais je pratique un art martial, oui, et je le rends, j'essaye, ne serait-ce que déjà dans l'image que j'essaye de renvoyer, même dans ce que j'ai fait, j'essaie de renvoyer quelque chose de lumineux, quelque chose qui amène une dynamique, quelque chose quand on le regarde, on se dit pas, oh là là, ils sont là avec leur pyjama, ils font quoi? Ils appartiennent, ah ouais, c'était le siècle, il y a 1000 ans, 3000 ans, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est important aujourd'hui de réfléchir. Comment on peut amener. Je prends un exemple tout simple, je crois qu'on l'a un petit peu échangé rapidement, Johan, pardon. C'est le yoga. Le yoga est très, 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 très ancien. Aujourd'hui, il a parcouru la planète. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, bon, c'est vrai que c'était pratiqué un petit peu partout. Moi, ça fait 30 ans que je connais le yoga, que j'ai pratiqué aussi. Et c'était plutôt confidentiel. Et puis d'un coup, c'est parti un peu partout. Les Américains sont très forts là-dessus. Ils adorent les looks, ils adorent l'image.
Ils ont commencé à révolutionner le look du yoga. Et aujourd'hui, le yoga est partout dans le monde. Alors bien sûr qu'il est là aussi, ça peut être encore contestable parce que le yoga, est-ce que c'est encore du yoga? Je sais pas. En tout cas, il est pratiqué. Et c'était une manière aussi que ça ne meure pas. Quand on ne veut pas que quelque chose meure, il faut réagir. C'est un petit peu aussi ce qui a failli se passer pour le bouddhisme tibétain, qui est tellement secret, tellement fermé sur eux-mêmes, ils ont failli disparaître. Et il y a un moment donné, voilà, le truc a été ouvert, bon, bah, après pour d'autres raisons, mais on est voué à disparaître quand on veut rester tout le temps dans la confidentialité, c'est pas possible. Bien sûr. Il y a le côté les choses secrètes, ça c'est autre chose. Mais après, quand on veut que quelque chose prenne de l'expansion, il faut révolutionner quelque chose. C'est trop, aujourd'hui, ce qu'on voit des arts martiaux, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est le côté très viril, ouais, ça frappe, ouais, machin. Mais ça, c'est le côté sportif, ça. Bien sûr. Et c'est pas très vendeur parce que, comme vous disiez aussi, tous les hommes ne se sentent pas concernés par ce genre d'image, qui auraient envie de pratiquer, mais parce qu'ils ne se retrouvent pas dans cette image extrêmement virile, qui finalement est un peu dénuée de sens finalement, parce qu'on montre que le côté physique, mais il n'y a pas que le côté physique. Bien sûr. Quand vous regardez la lutte, une lutte que je trouvais très intéressante, que pratiquent encore les Mongols, et le gagnant, quand il a gagné, les femmes, elles viennent mettre leurs mains et prendre sa sueur et la mettre sur elle. Wow. Tout le monde vient faire ça. Pourquoi? Non, mais c'est pour vous dire que même dans les choses ancestrales, ça avait une fonction, ça avait des raisons d'être. Elles font ça pour récupérer. Il n'y a pas que les femmes, mais pour la force. Elles se disent, ah, comme il a gagné, ils viennent récupérer la force. Mais tout doit avoir un sens. Là, on n'est que dans du combat pour du combat. Bon, oui, après, une fois, c'est pour montrer que ça n'existe pas. Le champion ultra champion du monde, il faudrait se battre contre toute la planète. C'est du sport. Après, quand c'est plus du sport, on est dans le business. Et là, on parle de millions d'euros. On parle plus du tout de la même chose. Ouais. Et c'est là où tous ces générations sont un peu perdues, qu'elles mélangent tout, quoi. Elles parlent du MMA, elles parlent du UFC. Oui, c'est des UFC, mais ce sont des professionnels. Les gars, ils sont payés pour ça. Ils touchent des milliers, des millions d'euros. Ils ont les meilleurs médecins pour aller se réparer après. On peut pas passer sa vie à se castagner, à se faire casser le nez, les dents, et à 45 ans, on est en piteux état parce qu'au bout d'un moment, le corps, il réagit aussi. Bien sûr. Qu'on s'essaye au sport, au combat, oui, c'est normal. Moi, moi-même, mon prof m'obligeait à chaque fois à combattre. Bon, voilà, parce qu'il faut l'expérience, c'est hyper important. L'expérience est fondamentale. Mais il ne faut pas rester toute sa vie que dans ça. Okay. Il faut évoluer. Voilà, ça, c'était le petit côté. Ouais, ok, tapons sur la MMA en même temps. Comment? Non, je dis tapons sur la MMA, mais pas du tout. Ah non, j'ai pas de c'est juste que sur le MMA. Ah non. Non, mais c'est pas ça l'idée. C'est effectivement faisons attention en termes de communication à ce qu'on fait avec l'évolution aujourd'hui pour pas mourir. Mais oui, non, moi je tape pas du tout sur le MMA, hein, non, pas du tout. Bien sûr. C'est juste que aujourd'hui il y a un public qui mélange tout. C'est les jeunes quand ils veulent pratiquer, ah ouais, je fais le MMA parce qu'on apprend tout, on apprend le jiu-jitsu, on apprend la boxe, on apprend ceci. Mais non. Oui, d'accord, on est dans un sport, là, on n'est pas dans les arts martiaux. On est dans un sport. Pourquoi? Parce que le sport contient des règles. Les arts martiaux n'ont pas de règles, puisque c'est fait à la base pour faire la guerre, ou si c'est plus pour faire la guerre, c'est fait pour se défendre. Oui, pour survivre. Ça, j'espère qu'à force de le dire, les gens ils finiront par l'accepter. Plus on va le dire, plus les gens l'accepteront. On n'est pas dans la même performance. Et d'un côté, on est dans une performance sportive, bien sûr un peu plus parce qu'il faut quand même du mental. Bon, voilà, en tout cas, ils sont formés pour. Et de l'autre côté, on est sur un art martial qu'on a envie d'apprendre à maîtriser jusqu'au bout. Et pour le maîtriser, c'est le temps. Alors, on peut commencer à le maîtriser évidemment au bout de 5 ans, mais si on veut aller au fond du système, c'est un peu plus long. Bien sûr.
Donc, le tout, c'est de pas démoraliser les gens. Ouais, bien sûr. C'est le plus J'ai cru dur. que t'allais dire, c'est 30 ans. Non, non. Non, mais voilà, après, ça dépend. C'est une histoire de conscience. Vous savez, j'ai un nouvel élève, il est très intéressant. C'est quelqu'un qui est branché, qui est très spirituel. Voilà, à 15 ans, il était vraiment dans une recherche comme ça. On lui a dit, voilà, qu'il fallait qu'il pratique pour avoir un petit peu plus les pieds dans la matière. Et effectivement, voilà, si cette personne, en plus, voilà, il a un fort potentiel en lui, qu'il ignore, certes, mais tout ça pour dire que quand les élèves arrivent à faire les deux, mais c'est génial, parce que ça en fait des personnes qui deviennent beaucoup plus complètes, beaucoup plus stables, et qui sont dans une vraie recherche intérieure. Moi, j'ai un peu du mal à concevoir qu'on puisse aller loin dans une démarche, et puis à un moment donné de pas aller plus en profondeur. Ça finit, je veux dire, une pratique quelle qu'elle soit, que ce soit la peinture, que ce soit la calligraphie, un art martial, quelle que soit la pratique, elle nous amène à l'interrogation, elle nous amène au questionnement. J'aime bien l'image de Dali, je ne sais plus qui c'était cette personne qui était venue le voir pour apprendre à dessiner. Dali, il a fait quoi? Il l'a mis devant une toile blanche, il a fait un cercle et il lui a dit bah allez-y. Et l'élève lui a répondu Dali, je ne suis pas venu pour apprendre à faire un cercle. Et il lui a répondu ça m'a pris une vie pour apprendre à faire un cercle parfait. La réponse, elle est là. Ce qui paraît facile, c'est forcément le nombre d'années qui est la finalité de ça. C'est le fruit d'un travail. Hein? C'est le fruit d'un travail. Exactement. Ça s'appelle une ascèse. Ok, très bien. Où est-ce qu'on peut te contacter, te retrouver, prendre un cours avec toi? Eh ben, à mon école. Oui, justement, c'est le petit moment pub où tu nous parles un petit peu de ton école. D'accord, ben, je suis dans le 14e, à la Porte d'Orléans, à Paris. Je dois donner l'adresse? Non, mais tu peux donner peut-être le nom de ton site? Ouais. Enfin, si c'est comme ça que c'est le plus simple de te contacter, c'est www.winsonparis. Et vous savez, à chaque fois, j'ai un petit trou de mémoire sur mon adresse. Bon, dans tous les cas, pour ceux qui nous écoutent, je le mettrai et dans la description et sur l'écran pour qu'on puisse te retrouver. Mais en tout cas, c'est via ton site que c'est le plus facile de te contacter pour prendre un cours avec toi. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris « HOS » dans les commentaires. Si tu veux prendre un cours avec le Sifu Frédéric, rends-toi sur www.winsonparis.com. Et pour ne pas louper nos prochains podcasts, abonne-toi à la chaîne du Sifu Johan Mo. C'était Clément pour le Wing Chun Défense System.